Amis sportifs, fans de foot inconditionnel, de foot sur le grill, bonsoir, un plaisir, un bonheur, un privilège pour nous de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de votre talk show d'analyse et de commentaires de tout ce qui a marqué de façon singulière et particulière l'actualité sportive nationale et internationale. Foot sur le grill prend son envol à l'instant. Nous sommes en direct sur Facebook, YouTube aussi, émission interactive via le numéro que la technique voudra bien afficher au bas du petit écran tout à l'heure. Et de quoi parlerons-nous? Nous parlerons bien sûr du championnat Elite 1 et Elite 2 entre Corona et les contestations. On joue puisque la première journée s'est achevée ce week-end. Analyse, commentaires et tous les résultats dans ce programme. En deuxième partie, nous parlerons bien sûr de la CAN U17 qui cherche pays hôte, puisque le Maroc a encore fait du Maroc, comme en 2015 le Maroc, n'est-ce pas, a jeté l'éponge, et le comité d'urgence de la CAF s'est réuni ce jour pour trouver, n'est-ce pas, un pays qui pourra, n'est-ce pas, accueillir cette compétition. En dernière partie, nous parlerons bien sûr de l'élection à la CAF, c'est le 12 mars prochain. Et pourquoi, n'est-ce pas, la FIFA veut-elle imposer, n'est-ce pas, le Sud-Africain Motsepe? Et puis, en exclusivité dans ce programme, nous parlerons aussi de la sentence qui vient de tomber, celle concernant, n'est-ce pas, Ahmad qui a été suspendu pour 2 ans, n'est-ce pas. Donc, Ahmad ne pourra pas postuler, n'est-ce pas, à sa propre succession. Analyse et commentaires de cette actualité dans ce programme. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui constitue le fil conducteur de cette toute autre édition de Foot sur le grill. On se retrouve juste après cette courte transition pour accueillir mes invités déjà présents sur ce plateau. C'est scotché, c'est Foot sur le grill qui démarre ainsi. J'accueille de ce pas mes invités qui arrivent au compte-gouttes. Je commence avec celui assis à mon extrême gauche, Pierre Claver, analyse sportive. Bonsoir. Bonsoir Armand, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 24 et bon début de semaine, quoi qu'il arrive, gardez le sourire et surtout très bonne fête à la femme de la reine mère planétaire. D'accord, il faut rappeler ici aujourd'hui que nous célébrons, n'est-ce pas, la journée internationale de la femme. Alors Pierre Claver, selon vous, est-ce que la femme dans le milieu du football occupe véritablement la place qui est la sienne? On peut dire oui, moi je le dis sans risque de me tromper. Au jour d'aujourd'hui, la femme a montré qu'elle a les capacités de pouvoir, dans le monde du sport et du football, puisqu'on en parle, à sa place. D'ailleurs, l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun, au jour d'aujourd'hui, font les émules par le monde. Donc, on ne peut que s'en réjouir. On ne pourrait tous pas les citer ici. On va citer quand même quelques-unes qui font parler d'elles dans la sphère footballistique mondiale. À l'occurrence, Shunjoya Adjara, Djanga Sidiki, elles sont nombreuses. Donc on ne peut que leur souhaiter bon vent pour la suite. Mais tout simplement. Revenons un peu sur le traitement, n'est-ce pas, qui leur est fait. Vous pensez que le football féminin est, n'est-ce pas, considéré, n'est-ce pas, comme il se doit? On regarde du traitement, on constate quand même une certaine différence. Ah oui, actuellement c'est le football qui fait les choses, qui fait, si je peux utiliser ce terme-là, jazzé, croyez-moi, même dans l'instance fêtière FIFA, que ce soit la CAF, que ce soit dans n'importe quel pays, aujourd'hui, la femme a sa place, a son mot à dire dans le football. Alors, c'est tout à fait normal et c'est d'ailleurs légitime, Armand. Donc, on ne peut que s'enorgueillir. Est-ce que, mais on constate quand même que les femmes, en dehors de celles qui jouent, on les trouve difficilement sur les plateaux de télévision. Elles ne parlent pas assez. On regrette ici la disparition prématurée d'une comme Ghislaine Bebom, qui était, n'est-ce pas, une férue, une analyste chevronnée de la chose sportive. C'est vrai, c'est regrettable que celle-là soit partie aussitôt et elle nous restera gravée dans nos mémoires parce que c'était une dame, une lionne, une vraie lionne. Donc c'est dommage que ses consoeurs n'arrivent pas déjà à prendre le fil pour essayer de mettre en valeur leur présence sur les plateaux radio, que ce soit radio ou télé. Donc peut-être on ne sait pas pourquoi, mais je suis sûr qu'un jour, un de ces 4 matins, une va également sortir de l'aubaine pour essayer de revenir. D'accord. J'accueille, n'est-ce pas, mon autre invité déjà présent sur ce plateau, Bertrand Don, administrateur de football. Bonsoir. Oui, bonsoir Armand. Bonsoir comme d'habitude à ma petite famille du côté de Mossala et l'autre du côté d'Alampare Bolova. Bonsoir à mes co-panélistes et à celui qui est là, à tous nos nombreux téléspectateurs à travers le monde qui sont à Facebook et puis aussi à YouTube.
D'accord. Alors, restons un peu avec la femme. Est-ce que la brutalité du football n'est pas aussi tributaire, n'est-ce pas, au peu d'engagement des femmes, tant sur la sphère médiatique que sur le terrain? Non, les femmes sont présentes. Vous savez déjà que c'est un sport de promotion, parce que avant ça ne se jouait pas. Les femmes n'avaient pas de compétition internationale. On remarque que à ce niveau-là, nous avons encore beaucoup de pays qui sont à la traîne, comme les pays musulmans, à savoir l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats. Tous ces pays-là tentent encore de pouvoir réunir une équipe. Quand je vais aborder ce sujet, je vais d'abord féliciter et surtout remercier tous les présidents de clubs qui entretiennent les enfants au quotidien pendant près de 8 mois, parce qu'il y a des équipes qui s'entraînent depuis août, depuis juillet-août 2020, jusqu'à jouer la première journée déjà en 2021. Je pense quand même que ces présidents-là sont à féliciter. À féliciter, pourquoi? Parce que c'est des gens qui encadrent au quotidien 50 personnes minimum par semaine. Et c'est des gens à qui vous devez payer le taxi pour venir aux entraînements, que vous devez entretenir financièrement, entretenir psychologiquement, parce que même à un moment, certains sont découragés parce qu'il n'y a pas la compétition. Ces messieurs-là qui se battent bec et ongle pour pouvoir donner une visibilité, un espoir aux jeunes Camerounais. Donc, moi, je l'ai... Encore que cet espoir-là, ils ne font pas dans la philanthropie. Hein, là, c'est un autre débat. Ouais. Là, c'est un autre débat que je ne voudrais pas aborder ici. Et puis, il faut aussi dire qu'ils ne sont pas exemptés de tout reproche dans la période d'hibernation que les joueurs ont subi. Parce qu'ils en sont aussi tributaires. Ça, il faut... oui, les présidents de club. Les principaux acteurs. Je suis en train de dire que c'est partagé. Chacun a sa part de responsabilité quand il y a quelque chose. Non, moi les absoudre. Non, je voudrais vraiment les encourager parce que être à leur place n'est vraiment pas facile. Il faudrait que vous le compreniez. Ils doivent être les premiers, n'est-ce pas, à faire rentrer les gars dans les aires de jeu. Non, le problème n'est pas de rentrer dans les aires de jeu. Je vais vous prendre un petit exemple. Lors de la Coupe du Cameroun, de vendredi ou samedi, il y a un joueur de Koyi qui s'est fracturé. Et quand il se fracture comme ça, c'est un club amateur. On ne peut pas dire que c'est un club professionnel. On ne sait pas si ce championnat amateur-là est assuré. Vous voyez que tout cela se repose sur la seule tête du président du club qui devrait déjà tout faire pour essayer d'appuyer la famille, pour que la famille puisse retrouver son enfant et que l'enfant puisse recouvrer sa santé. Vous voyez que ce n'est pas du tout aisé. Non, déjà, on n'a pas dit que c'était facile. Oui, donc c'est pour cela que quand je dis que j'encourage et je remercie ces présidents de club, parce que ce qu'ils font est vraiment phénoménal. À saluer. Oui, donc c'est dans ce sens que j'ai parlé. Je n'ai pas regardé les autres aspects. Quand il y a toujours un problème, de manière volontaire. Oui, quand il y a un problème, chacun a sa part de responsabilité. Vous ne pouvez pas dédouaner les uns et incriminer les autres. Justement. Oui, donc déjà dans ce point de vue, moi je pense que c'est des gens à féliciter parce que au quotidien comme ça, pendant 8-9 mois, sans que quelqu'un ait un certain rendement, parce que qu'est-ce qu'on appelle le rendement? C'est le rendement qu'on te paye. Ça veut dire que quand tu travailles, on te paye. Il n'y a pas de championnat, mais on continue à t'entretenir. Moi, je mets des joueurs dans d'autres ligues. Et ces ligues-là, tant que le championnat ne joue pas, on ne te donne même pas un radis.
C'est au moment où le championnat commence, à la veille qu'on t'appelle, on te dit que voilà, viens signer ici, on commence à te payer. Donc, au moment où au Cameroun, on entretient déjà les enfants, ne serait-ce qu'avec les primes de mal, les primes d'entraînement, c'est déjà quelque chose qu'il faut vraiment saluer. Moi, je vais vous rappeler que la finale de Festif Foot en Bankomo, Canon avait proposé 30 000 si son équipe gagnait. Donc, on ne peut pas cracher sur ça. On ne peut pas dire que c'était du n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'il devrait mettre autant d'argent sur un plantel de 50 personnes? Vous voyez que c'est déjà ma félicité. C'est dans ce sens que je voudrais parler, quoi. D'accord. Alors, avant, n'est-ce pas, de nous attarder sur le résultat de cette première journée, est-ce que le coronavirus n'est pas quelque peu venu d'éteindre un peu cette flamme-là, allumée par le Chan, les Camerounais qui brûlaient d'impatience de retrouver les aires de jeu, tant sur les gradins que sur les stades? C'est vraiment le Covid, cette belle fille encore, elle fait parler d'elle. Cette belle fille, autant pour moi, elle fait encore parler d'elle. Et c'est dommage pour les footeux et pour les acteurs même sur le terrain, parce que le peuple camerounais qui est un mordu de la balle ronde, de son sport roi, qu'est le football, a véritablement envie de vivre cette compétition à la main courante, si je peux le dire. Dommage que nous sommes dans une deuxième vague de confinement, suivez mon regard, qui a été institué par le Premier ministre qui est sorti la semaine dernière. Donc cela montre à suffisance que c'est un découragement. Et c'est pas un encouragement parce que les Camerounais ne vivent pas déjà ce qu'ils aiment bien à fond, à savoir le football. Et c'est dommage. On est obligé de faire avec. Pour avoir une omelette, il faut avoir cassé les... Mais Bertrand, il faut constater ici que les mesures barrières édictées par le gouvernement sont quelque peu en frein, dans la mesure où on ne peut organiser un match avec 50 personnes. C'est une exception quand même. Oui, on vivait déjà cette situation l'année passée. S'il faut revenir sur ça. Mais vraiment, je pense que, comme je le disais toujours l'autre jour, le gouvernement devrait vraiment regarder ce côté-là. Vous vous rendez compte, les équipes ont des contributions défense, ça veut dire des supporters qui viennent voir les matchs. Ce sont les mêmes gens qui sont des donateurs dans les clubs. Donc ça veut dire que quand il manque de l'eau, quand il faut payer même un salaire, c'est une cotisation en fait. Bien sûr. Voilà. Et au moment où ces supporters arrivent pour regarder un match, on dit que vous ne pouvez pas entrer. Vous pensez vraiment pas que vous, en tant qu'homme, on vous appelle le lendemain, vous savez qu'on doit payer la prime d'entraînement des joueurs. Moi, j'ai pas vu le match. Ça m'a servi à quoi de venir, ça me sert à quoi de contribuer. Donc, pour revenir dans ce que nous sommes en train de débattre, je suis en train de dire que le gouvernement devrait plutôt essayer d'assouplir au niveau du football. Pourquoi? Parce que nous avons vu lors du CHAN, il y avait 25%. Je ne sais pas, je m'attendais qu'on va s'asseoir pour nous donner les pourcentages de contamination dans le sport. Mais malheureusement, oui, après le CHAN, mais malheureusement, comme on fait toujours au Cameroun, on ne nous dit rien. Parce que si on allait constater que pendant le CHAN, les gens se sont beaucoup plus contaminés, on pouvait dire que effectivement, ce brassage-là, oui, était nocif. Mais là, on n'a pas de pourcentage, on ne sait pas de quoi il est question. On vient un matin, moi j'ai assisté à la première journée à PWD contre Yafoot. On avait ouvert à 25%, bien qu'il y avait même moins de 10%, mais quand même c'était ouvert que quelqu'un pouvait venir au stade et payer son billet et se régaler. Mais malheureusement cette fois-ci, même avec cet argent-là, même les moins de 10% qu'il y avait au stade, il n'y a même plus moyen. Donc, c'est ce que je trouve un peu déplorable.
Et je dis ici que le gouvernement devrait plutôt, parce que quand on met des mesures, il faudrait qu'on accompagne ceux qui supportent les factures. Est-ce que, c'est là où je voulais en venir, est-ce que priver les clubs de ces revenus, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait, n'est-ce pas, pour pallier, n'est-ce pas, pour soutenir ces clubs-là? C'est justement ce que je suis en train de dire, puisque rien n'est fait. Qu'est-ce que j'entends par rien n'est fait? La FIFA, que certains ou bien que nous combattons. Qu'est-ce qu'on en a fait des fonds? Je suis en train de venir. Que nous sommes en train de combattre, a donné les fonds Covid. Mais le gouvernement n'a pas donné de fonds Covid au club, c'est-à-dire aux sportifs. Et chaque fois qu'il y a confinement, ce n'est qu'au sport qu'on voit que c'est le meilleur endroit pour venir confiner les gens. D'autant plus qu'on n'a pas parlé des marchés. Je n'ai pas entendu des marchés. Parce que normalement, s'il faut confiner les gens, comme on le fait en Europe, on devait avoir un système rotatif. Ça veut dire quoi? Par exemple, à Yaoundé, on dit le secteur de Yaoundé 2 ouvre les marchés aujourd'hui, les autres marchés fermés. Ça montre qu'il y a une répartition dans, disons, dans la souffrance. Mais au moment où les marchés sont ouverts, au moment où les bistrots, même en ce moment, on a même vu les concerts, on a même vu aller même la messe, la mosquée, tout est ouvert. Ce n'est qu'au football qu'on vient. On dit non, vous ne pouvez pas être assez nombreux là. Je trouve cela que c'est un peu trop dur. Parce que le sportif camerounais, je sais de quoi je parle, est toujours le fils pauvre de la maison. C'est lui qui amène les résultats, c'est lui qui amène le rayonnement, mais il est toujours mal vu. Le mal aimé. Oui, le mal aimé, il est toujours celui-là qui est le drogué, celui-là qui ne respecte rien. Ceux qui ont pris la décision devaient bien s'asseoir avec les présidents de club. Et les présidents de club allaient leur donner leur sentiment que mon comité, et je suis avec 30 membres. Vous dites que vous ne pouvez pas donner les badges à mes 30 membres. Comment est-ce que je vais soutenir l'équipe pendant les 9 mois? Donc, c'est autant de choses qu'on devrait plutôt étudier. Et surtout, ce que j'ai dit, on n'a pas eu l'évaluation de contamination lors du CHAN. Parce qu'à partir de là, ça devait être un signal pour pouvoir, disons, avoir un baromètre, une mesure pour pouvoir dire que le football a été nocif, a été le terrain de contamination du Covid. D'accord, d'accord. Alors, allons-y avec les résultats. On commence avec l'élite tout, où Renaissance est venu à bout de AS Matilo, 2 buts contre 1. Ngaoundéré FC bat AS FAP, 1 but à 0. Racing de Bafoussam emporte les 3 points. C'était face au Dynamo FC, 1 but contre 0. Stade de Berthois vient à bout de Fauve Azur. Foncia Street fait match nul face à Ofta. Léopard Unisport exempté. Merci à la technique qui nous affiche, n'est-ce pas, là, ces résultats. Alors, Pierre Claver, votre lecture, on voit quand même Renaissance qui glane les 3 points. Oui, Racing de Bafoussam aussi, face à Dynamo, et puis Foncia Street et Ofta. C'est vrai qu'il ne faut pas vite se projeter, ce n'est qu'un début. Donc, mais aussi, un début est bien de le démarrer avec une victoire pour avoir une sérénité pour la suite dans la compétition. Bon, c'est dommage pour des équipes qui n'ont pas pu obtenir les 3 points. On voit quand même ASFAP qui, n'est-ce pas, survolait le championnat il y a quelques temps. Voilà, donc c'est dommage. Mais je crois qu'il faut rester serein. Ce n'est qu'un début et ça va aller crescendo. Et il faut garder la confiance en soi. Bertrand, les championnats tels que répartis, la formule est-elle propice, n'est-ce pas, à l'expansion d'un beau football?
d'un championnat compétitif? Oui, moi je pense plutôt que comme on a reparti en 2 poules, une poule de 10 et l'autre de 11, ça va faire, disons, à l'élite 1. Oui, parce que l'élite 2 a conservé la formule habituelle de KDC14, disons, chacun joue, tout le monde se rencontre. Oui, tout le monde se rencontre. Et maintenant, pour l'élite, je pense que ça a été très important. Pourquoi? Parce que, paraît-il, qu'on veut arrêter le championnat entre juin et juillet. Donc, on n'a pas assez de temps. Et on ne peut non plus, avec l'arrêt qu'il y a eu, accélérer parce que il y avait 2 hypothèses, ou rester dans un championnat normal avec 21 clubs, et puis maintenant jouer chaque 3 jours. Ce qui est extrêmement difficile dans ce contexte, parce que là, il fallait jouer les samedis, il fallait jouer les dimanches, il fallait jouer les mercredis ou jeudis. Donc, ça devait vraiment être éprouvant. Et puis, on a essayé de scinder en 2 poules. Je trouve que c'est bien, parce qu'on va faire les play-off et les play-out. Et puis, mais là, au bout de la saison, on n'aura pas le nombre de matchs pour... escompté pour que les joueurs soient assez compétitifs. Oui. D'autant plus que pour qu'un joueur soit ait un nombre de matchs compétitifs au courant d'une année, il faut jouer minimum 35 matchs. Oui, donc ça ne pourra peut-être pas arriver là, mais ils pourront peut-être rattraper déjà le fait que le championnat camerounais doit s'arrimer aux autres championnats, parce que c'est ça qui a toujours fait le problème au Cameroun. Qu'est-ce qui a toujours fait le problème? Au moment où les transferts s'ouvrent en Europe, en juin, juillet, août, septembre, nous sommes en plein championnat, les enfants sont obligés de partir, et aussi avec l'arrimage du système TMS. Oui, donc ça fait en sorte que quand vous enregistrez vos joueurs et que quand le championnat vient débuter, il n'y a pas moyen d'inscrire les joueurs comme actuellement, ça devient aussi très très compliqué. Donc je me dis que c'est une très bonne chose, ça nous permet de rattraper le coup et de pouvoir avoir une organisation un peu plus professionnelle pour le prochain championnat. D'accord. Alors, regardons un peu le tableau d'élite d'élite 1 avec les résultats. Nous avons Yafoot qui tombe face à PWD. Yafoot qui est tombé face à PWD. La Colombe New Star. Qu'est-ce qui s'est passé avec Colombe New Star? Oui, la Colombe New Star, j'étais au stade. New Star n'est pas arrivé. New Star n'est pas arrivé. Oui, ils ne sont pas venus. Puis la Colombe était là et tout le monde a constaté que New Star n'était pas là. Qu'est-ce qui peut justifier l'absence de New Star? Moi, je ne sais vraiment pas, parce que personne n'a apporté une réponse à l'absence de New Star. Maintenant, comme quand nous sommes dans un championnat, il y a une situation pareille, les officiels et tout le monde ici. On a vu le secrétaire général de la FECAFOOT qui était là au cours de ce match. Donc on attend juste l'homologation, parce que normalement, si le règlement dit qu'en cas de forfait, l'équipe qui était présente gagne les 3 points avec un score de 3-0. On attend juste cela lors de l'homologation pour pouvoir avoir la certitude. Ou alors, si New Star a aussi donné, disons, son argument 48, parce qu'il faut donner cela, il faut signifier à la Ligue 48 heures avant que je ne pourrais pas être présent. Et quand on le fait, l'adversaire n'est pas au courant? Non, l'adversaire n'a rien à voir. Vous dites aux organisateurs, c'est les organisateurs qui doivent informer l'adversaire que votre... Imaginons un peu que New Star l'ait fait, mais les organisateurs auraient quand même pu épargner
La colombe des dépenses. Oui, des dépenses. Oui, c'est des dépenses qui sont remboursables. Donc, c'est toujours comme ça. Si New Star était dans les délais, ça veut dire qu'ils ont notifié les organisateurs qu'on ne peut pas être là pour tel ou tel problème. Parce que c'est vraiment un problème assez épineux. Et quels sont les problèmes qu'on accepte? Parce qu'il y a aussi ça, il y a un nombre, il y a, disons, les règles qu'il faut respecter. Si vous n'avez peut-être pas le nombre de licences requis, on connaît la situation de New Star qui a été intégrée, même parce qu'on va aussi dire qu'ils ont eu quand même assez de temps pour pouvoir résoudre tous ces problèmes-là. S'ils n'ont pas assez de nombre de licences, ou alors, s'ils viennent jeter plutôt la faute dans ce que je vous ai dit, que la période d'enregistrement des joueurs était déjà dépassée et qu'on vient de lancer le championnat pendant que la période d'enregistrement n'est plus favorable, New Star peut pratiquement avoir raison. Et la faute va revenir à la fédération. Parce que New Star n'était pas sûr de jouer et que la période de l'enregistrement des joueurs était déjà passée. Mais si c'est qu'il y a autre chose, peut-être le motif de Covid, parce qu'il y a aussi Covid qui peut vous faire jouer un match si vous n'avez pas un nombre de joueurs. Oui, donc il y a pas mal de petits trucs comme ça, peut-être des justificatifs comme ça que New Star peut présenter pour pouvoir rejouer ce match. D'accord. Oui, mais là on attend juste l'homologation. D'accord. Bamboutos qui écrit avion d'une cam 3-0. Le Fauveau bat Stade Renard 2-1. Fortuna qui, n'est-ce pas, malmène Edinsport 2-0. La Panthère du Ndé qui glane les 3 points, c'est face à UMS de Lou. Lyon Sport est cassé, exempté. Non. Reporté. Oui, c'est le même problème avec Lyon Sport est cassé. Oui, je ne peux pas dire que c'est officiel parce que j'ai parlé quand même avec des gens que je connais. Ils m'ont fait savoir que TKC avait oublié les tests Covid. Vous savez déjà que tous les matchs doivent être rimés au statut et règlement de la FIFA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme ça se joue en Europe, on doit avoir un bulletin de test Covid qui est de moins de 72 heures. Donc ça veut dire que vous devez faire votre test 48 heures avant. Et paraît-il que Tonnerre avait oublié les résultats de ces tests Covid à Yaoundé. Et comme c'est des documents qu'il faut montrer en original, oui, ils ont prouvé qu'ils avaient les résultats, mais malheureusement, il y a eu oubli. À cause de la précipitation, c'est pour cela qu'on a renvoyé le match 48 heures après. Ça veut dire que le match pourra se jouer demain. D'accord. Merci pour ces explications. Nous continuons. Djiko FC qui bat Union de Douala 2-1. Le Canon qui bat les Astres de Douala. Coton Sport APGS pas encore joué. Alors, au regard des résultats ainsi affichés, nous constatons bel et bien que les clubs du littoral ont quelque peu bu la tasse. Qu'est-ce qui se passe du côté du littoral, Pierre Claver? On ne peut pas le dire. Je l'ai dit dans mon entame de propos que ce n'est qu'un début, c'est vrai. C'est dommage qu'on a mal démarré. Parfois, on démarre mal le championnat pour bien le finir. Parfois, on le démarre bien et on le finit mal. Donc, ce n'est qu'un début. Il faut tout simplement rester serein pour attendre. On constate quand même que depuis pas mal d'années, les clubs du littoral ne brillent pas trop. C'est vrai. C'est vrai. L'Union de Douala qui joue, n'est-ce pas, à la limite, les maintiens. C'est vrai. C'est aussi ça. Il faut comprendre. Tout part de comment on s'organise, Armand. C'est pas Bertrand qui est un administrateur. Qui va me démentir. Je dis tout simplement, comment on fait son lit au secours? C'est vrai. Le début, il est parfois difficile pour certains et facile pour les autres. Mais il ne faut pas vite s'enflammer car la compétition ne fait que démarrer. Elle est au bon début, alors ne pas s'enflammer. Restons sereins. Je crois que la machine va prendre au fur et à mesure que les clubs prendront avec exactitude le tout en marche. D'accord. C'est aussi votre avis, Bertrand?
Je suis en train de dire que moi, j'ai une autre lecture de ça, parce que les clubs de Douala, peut-être qu'ils ont eu un autre problème du football camerounais, parce que c'est un problème qu'il faut résoudre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de centres de formation à Douala, et les clubs de Douala devraient plutôt, disons, s'approcher de tous ces formateurs pour pouvoir prendre les meilleurs les éléments. Et peut-être qu'il y a eu un marché de dupes. Qu'est-ce que j'entends, un marché de dupes? Parce que les clubs de l'élite, parfois, quand ils vous prennent un joueur, vous ne gagnez pas. Vous voyez, il y a les brasseries à Douala, il y a Kadi, c'est de très bons centres qui forment de très bons joueurs. Moi, je m'attendais d'abord que, de loin, que nous ayons déjà ces structures de formation qui sont en partenariat déjà avec les clubs d'élite. Ça va beaucoup aider le football camerounais, parce que je trouve parfois incongru un joueur de 17 ans qui se retrouve dans une équipe réserve en Europe, alors que c'est quelqu'un qu'on devait d'abord juger dans le championnat camerounais. C'est comme ça que ça se passe. Même en Amérique latine, là où on va prendre les pépites, on ne voit pas les pépites dans les centres de formation, mais plutôt les pépites dans le championnat. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc, les gars de Douala, peut-être qu'il y a eu un marché de dupes là où on a employé ces joueurs-là et les formateurs n'ont pas eu le retour dans l'investissement. Et puis, les gars ont dit, bon, ok, vous-même faites le job. Et là, c'est très, très compliqué, parce qu'à l'élite, on ne forme plus, on utilise les gens qui sont déjà formés. Donc, c'est peut-être ce qui a ce petit problème-là qui est au niveau de Douala. Les managers des clubs d'élite devraient plutôt essayer d'être un peu plus, disons, des managers durs. Ça veut dire quoi? Des gens qui sont sérieux, qui partent vers les formateurs et leur disent, voilà, nous allons signer un partenariat. Tous les éléments que tu penses que c'est des produits qui peuvent déjà être, disons, qui peuvent déjà servir au grand football, ils doivent passer par nous et trouver un accord, et pourquoi pas. Et vous allez voir comment ces équipes de Douala vont rebondir. D'accord. Alors, on constate quand même que certains clubs essaient tant bien que mal de se professionnaliser. On voit ici le Canon qui a fait un mercato avec la cellule de communication où et le Canon a dépouillé carrément Ofta de Kribi de ses communicateurs. Et on voit quand même une certaine lisibilité dans les feuilles de match et autres. Et puis la guerre des équipementiers aussi. Les équipementiers qui, n'est-ce pas, se livrent une bataille âpre. À croire qu'il y a une forte attraction au niveau du football camerounais. Peut-être c'est ça, on va dire féliciter le Canon, féliciter quand même le Canon, parce que vous savez, le Canon sort dans cette tractation, on connaît, avec les disputes internes qui ont fragilisé cette équipe aux 4 étoiles, le commandeur de son état, qui ne méritait même pas déjà ce traitement-là. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont revenus à des meilleurs, je crois qu'ils sont revenus à des meilleurs sentiments. Il faut tout simplement leur encourager et que cela perdure et que cela perdure, comme je l'ai dit, et que tout le monde prenne conscience que c'est quand même le grand Canon qu'il s'agit. Donc félicitations, bravo à cette équipe du Canon qui est en train de relever la tête de l'eau, et je pense que ils vont tout simplement pérenniser cela. Le Canon qui a quand même innové cette année avec l'inauguration de sa boutique, voilà, de son nouveau siège, une grande première, il faut le dire, pour un club camerounais, parce que nouveau siège. Voilà. Bertrand, on serait tenté de dire que mieux vaut tard que jamais. Oui, je suis peut-être très mal placé parce que moi-même vous êtes équipementier. Oui, je suis un équipementier partenaire, n'est-ce pas, de foot sur le grill. Oui, voilà. Donc, ce que je suis en train de dire est très simple. C'est que ce qui se passe, c'est que ce que Fouira a proposé à Canon, c'était déjà très bien. C'est très bien. Il faudrait encourager des initiatives comme ça, parce que le championnat camerounais mérite. Pratiquement l'année passée, quand j'ai vu les quelques journées
du championnat de l'année passée, ce n'était pas reluisant. Ouais. Et pour cela que j'ai tout fait. Des équipes un peu mieux, oui, je voudrais vous parler de l'année passée. Ce n'était pas reluisant. Parce que je suis arrivé au stade, je regardais les matchs de l'élite 1 et de l'élite 2. Je trouvais des équipes camerounaises qui n'étaient vraiment pas très bien. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas que le vestimentaire, ça veut dire que le maillot, c'est quelque chose de très symbolique. Je vais vous raconter quelque chose de très attractif. Et oui, de très attractif. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis arrivé en Uruguay. Je vous parle déjà là de 2005. Et je voulais faire tester mes joueurs au club qu'on appelle Peñarol. Peñarol, c'est un club qui a gagné la Libertadores 2 ou 3 ou 4 fois. Oui, la Copa Libertadores, c'est un super champion. C'est un club qui a formé Diego Forlán, père et fils. Vous comprenez déjà la dimension de ce club. Et puis, moi, j'arrive là, un petit noir vient du Cameroun, il dit, bon, j'ai des joueurs pour tester. Le monsieur me regarde, il dit, tu veux tester les joueurs à Peñarol? Moi, je sors du Cameroun tout zélé. Je dis, oui, effectivement, j'ai des très bons joueurs que je veux vous tester. Vous dites, vous connaissez Peñarol? Je dis, peut-être, hein. Il dit, vous ne connaissez pas Peñarol. Il me dit, touche ce maillot. Je touche le maillot, je dis, bon, ça n'a rien d'extraordinaire. Il me dit, ce club-là, il me montre le palmarès du club. Il me dit, ce maillot-ci pèse 100 kilos. Tu es sûr que ton joueur peut porter ce maillot qui pèse 100 kilos? Ça m'a vraiment influencé. Et puis j'ai bégayé. Et en bégayant, le monsieur a trouvé la faille. Il a dit, ah, je comprends. Tes joueurs ne peuvent pas tester. Bon, amène-les quand même, on va aller voir l'équipe réserve. Pour dire quoi? Pour dire que quand vous avez un beau maillot, comme celui du Canon, vous avez un palmarès comme celui du Canon, c'est pas n'importe qui s'approche pour le porter. Ça veut dire que quand un gars, en tant qu'il est sollicité par le Canon, il sent déjà le poids de la responsabilité, c'est-à-dire que quand, à la veille du match, on lui présente le maillot rouge ou bien le maillot vert du Canon, il doit d'abord bien réfléchir. Ça veut dire que il sait déjà que là, je représente les gens. Je ne me représente plus, je ne m'appartiens plus, comme on dit d'habitude. Donc, je trouve que c'est quelque chose de bien. C'est peut-être des gens avec qui nous discutons le marché, mais je trouve que ce que nous sommes en train d'apporter dans le championnat... Il faut dire que l'émulation est saine, hein? C'est une saine concurrence. Oui. Moi, je suis objectif. Je compatis. Le Canon mérite vraiment avoir un équipementier. Et surtout que derrière l'équipement, il y a quoi? Ça veut dire que le Canon peut faire un bon business. Je sais que les jeunes frères qui sont là, parce qu'on n'a pas même mal, c'est des jeunes frères qui sont très futés. Ils ont essayé de poser les bases déjà pour pouvoir... parce que le Canon ne doit pas être une équipe mendiante. Le Canon doit être quelque chose qui produit. Vous avez vu le Djoliba? Le Djoliba s'habille comme le Canon. Mais le Djoliba, c'est... non, le Djoliba du Mali. Oui, le Djoliba a un centre sportif. Du Djoliba. Je parlais du Djoliba. Oui, ce n'est pas un centre sportif de la commune de Bamako, mais du Djoliba. Et ce centre sportif a 3 stades. Et je vous parlais déjà des choses de 2002 que moi j'ai visité. Donc ça montre que c'est des gens qui sont très bien faits, ils ont très bien conçu. Et j'espère que cette fois-ci, tout au moins, avec ce que j'ai vu le siège et puis cela, ça pourrait peut-être faire en sorte que le Canon retrouve peu à peu sa vraie place. D'accord. Un canonnier dans l'âme qui nous a rejoint sur ce plateau, l'ancien chercheur Jules Raymond Foula, bonsoir. Bonsoir Armand, bonsoir à tous les spectateurs, ainsi que les internautes qui nous suivent de par le monde entier. C'est un plaisir pour nous d'être là. Bonsoir aussi à tous bien entendu, tous les supporters du Canon sportif de Yaoundé, tous les supporters des Lions Indomptables, toutes catégories confondues. Et comment ne pas penser à tous les institutionnels, parce que si nous sommes là, Armand, on le dit souvent, c'est parce qu'il y a des gens qui sont à la manœuvre. Et parmi ceux-ci, le premier sportif, le premier footballeur camerounais, son excellence,
M. Paul Biya, qui nous disons bonsoir, ainsi qu'à tous qui le sont chers. D'accord. Alors, c'est vrai que c'est un jour exceptionnel. Nous parlons du football. Ouais. Dans cette dimension, il y a des footballeuses. On en a déjà fait cas tout à l'heure à l'entame de l'émission. Du fond du cœur, souhaiter une excellente journée internationale femmes à toutes les footballeuses en général, mais en particulier à tous les footballeuses qui supportent les Lions Indomptables et le Canon sportif Yaoundé. D'accord. En parlant du Canon, le Canon qui enregistre là, c'est sa toute première victoire. Cela augure-t-il des lendemains meilleurs au regard quand même de la préparation qui a été des moins tumultueuse Non. Cette fois-ci. Non, je crois qu'on est parti. Le Canon, c'est un turbo. Sur un turbo. Allez, on commence doucement et on va crescendo. Je puis vous rassurer. D'ailleurs, permettez-moi d'abord de présenter mes félicitations au précédent interlocuteur, Bertrand, pour lui dire, pour le rassurer que le Canon est dans sa lignée. Le Canon, c'est une machine. Et une machine allemande. Et je peux vous garantir que dans les jours qui viennent, il ne va pas aurez... la machine non, du tout. On va de merveille à merveille. J'ai pu donc vous garantir, à manque, c'est pas là que je sors pour définitivement vous rassurer que le Canon est sur une lignée droite, une lignée positive. Le Canon, ce n'est pas n'importe quel canon. Ça s'appelle Canon Mokok Mongonda Pakoum. Et ce canon est debout. Ce canon va tout faire pour mériter la confiance et des canonniers, mais aussi la République. D'accord, c'est tout le mal qu'on souhaite, n'est-ce pas, à ce club mythique, le Canon sportif de Yaoundé qui, n'est-ce pas, a fait une bonne entame de saison. Le Canon sportif du Cameroun. Avec cette Canon sportif du première Cameroun. victoire. Alors, nous enchaînons avec le second sujet. CAN U17, le comité d'urgence donc de la CAF s'est réuni ce jour pour trouver, n'est-ce pas, un pays hôte, puisque le Maroc a encore fait du Maroc, n'est-ce pas, espace aérien fermé, ce qui ne permet pas, n'est-ce pas, la desserte du pays. Les pays qualifiés ne peuvent pas, n'est-ce pas, rejoindre le Maroc. C'est quelque chose d'assez courant de ce côté-là. Le Maroc qui a déjà cette maligne habitude de mettre la CAF sur les braises. Écoutez, c'est dommage. Encore le Maroc, on le dira une fois de plus, qui balaie comme ça le revers l'organisation d'une compétition qui lui a été attribuée il y a fort longtemps. Et c'est dommage. Et je crois que la fédération... Il faut rappeler que la compétition, en principe, doit débuter le 13. Voilà. Et nous sommes le 8. Là, elle met la fédération, la CAF en dos au mur. Et je crois que la CAF doit prendre des mesures sévère. C'est vrai, la première fois, elle avait été suspendue. Elle a fait interjeter appel au TAS. Le TAS lui a remis dans son droit. J'ai dit tout simplement, cette fois-ci, c'est un peu de trop. Quand ils viennent dans d'autres pays prendre part à des compétitions, ces pays-là ont également le souci de pouvoir ne pas accueillir des au Cameroun. Par rapport à une compétition qui s'est déroulée en post-Covid oblige. Ils ont gagné. Mais qu'arrive-t-il que, quand c'est à leur tour d'organiser, ils commencent à faire des bouts qui ne sont pas très sportifs, qui n'honorent pas le continent et eux-mêmes en ce qui concerne le football et le sport. Je dis non, il faut que ces Marocains comprennent que on peut également s'en passer d'eux. Si jamais ils arrivent à continuer à poser des actes antisportifs, à rejeter les compétitions qui sont organisées dans leur territoire de la sorte. Et je crois que là, la Confédération africaine de football a du pain sur la planche. Il doit sévir ce genre de comportement antisportif. Je le dis sans risque de me tromper. Et ça n'engage que moi, bien sûr. D'accord. Bertrand, la CAF, entre annulation, report et recherche d'un pays hôte, quelle est l'option la plus plausible? C'est un peu compliqué, d'autant plus que ça fait plusieurs jours
que le Cameroun était en train de demander un visa pour, disons, la délégation, pour pouvoir se rendre du côté du Maroc, d'autant parce que là-bas, ils devaient faire une préparation de 5 ou 6 jours. Avant le début de la compétition, ils avaient 2 matchs, ils avaient déjà tout organisé. Mais on a quand même senti un petit problème au niveau de l'ambassade qui n'arrivait pas à leur octroyer des visas. On ne comprenait pas pourquoi. Le consul même marocain est sorti, il a dit que lui n'avait jamais vu les dossiers du Cameroun, c'était une incongruité. Et comme on nous fait toujours d'habitude, et la nuit là, il y a eu des échanges qui ont quand même dit qu'il fallait attendre, voir la suite des choses. Donc ce que le Maroc fait, c'est pas très très sérieux. Je ne trouve pas ça sérieux dans la mesure où ils sont venus au Cameroun. C'était la même période. C'est quand même aberrant pour les pays super développés. Et surtout, il faudrait que les gens sachent. Au Maroc, vous savez, la fédération n'est pas comme au Cameroun. Il n'y a pas des élections. Le président de la fédération est nommé par le roi parce que les tests de la fédération le disent et de la FIFA le disent. Vous avez 2 options. Ou faites les élections ou vous nommez. Et maintenant, vous voyez donc quand monsieur est nommé, il ne peut pas amener des arguments de valeur pour pouvoir faire face à celui qui l'a nommé. Et vous avez vu le comportement de nos frères. Quand il parle à un supérieur, il est presque à genoux. Je ne vois pas comment est-ce qu'un homme qui est à genoux peut aller lever le ton pour amener des arguments à celui qui est assis. Bref, c'est une très mauvaise situation. Je trouve cela un manque de respect à toute l'Afrique. Parce que j'ai toujours dit, les gens ne savent pas ce que c'est que préparer un joueur. Parce que quand vous préparez un joueur pour une compétition, vous ne savez pas quelle débauche d'énergie, quelle concentration. Eux maintenant, en dehors d'être professionnels, ils ont leurs us et coutumes, qui ne sont pas comme les nôtres. Parce que eux là-bas, c'est la soumission totale. Mais ici, c'est la démocratie. C'est-à-dire, il y a argument contre argument. Mais là-bas, c'est que dès qu'on dit halt, c'est halt, c'est fini. Donc voilà. Donc c'est pas la même chose. Moi, je trouve que c'est un manque de respect à l'Afrique. Comme c'est la 2e fois, on ne peut pas dire parce que c'est les bébés ou bien parce que c'est les U17. Ils doivent d'abord s'excuser auprès de tous les Africains parce que ils ont bloqué l'Afrique du Sud. Qui devaient participer, en disant que non, l'Afrique du Sud, il y a trop de Covid là-bas, donc ils ne peuvent pas accepter des Sud-Africains entrer dans leur territoire. Ils ont bloqué le Kenya. Donc voilà déjà, ils ont fait ça à 21 pays. Et dans les 21 pays, il y a au moins 7 pays qui doivent participer à cette compétition. Donc vraiment, je pense que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas fair play du tout. Je pense que la CAF devrait vraiment prendre des résolutions. Et ce qui est marrant, c'est que c'est là-bas qu'on va faire les élections de la CAF le 12. Vous voyez pourquoi alors que le même il y a un Sud-Africain qu'on a déjà on va en parler peut-être. Est-ce que ce Sud-Africain là, avec sa suite, ils n'ont pas de corona? Donc c'est un manque de respect. D'accord. Alors monsieur Mfoula, un scénario similaire à celui de la CAN en 2015. La Mauritanie peut-être en plan B. Je suis un peu surpris par ce que les gens viennent de dire. Parce que vous savez, l'homme ne change pas, c'est-à-dire les humains ne changent pas. La CAF, c'est le Maroc. C'est le Maroc qui a bel et bien sponsorisé, parrainé et choisi Ahmad Ahmad. C'est le Maroc qui est à la tête de tout ce qui se trame du côté de la CAF. Donc, croire que du jour au lendemain, nos frères marocains vont changer, ça relève pratiquement de l'hallucination. Non. Nos frères marocains sont droits dans leur bout. Pour eux, il y a 2 Afriques.
Effectivement. Il y a leur Afrique et l'Afrique des autres. Je ne suis pas venu, ce n'est pas ma prétention, pour créer un incident diplomatique. Mais je dis quand même qu'on ne récolte que ce que nous-mêmes, on a semé. C'est pour cela que on parle toujours de la proactivité. Une bonne organisation doit avoir un plan A, un plan B et même un plan C. Donc moi, je m'attendais à cela. Parce qu'à partir du moment où j'ai vu le roi du Maroc lui-même se faire vacciner dans son bureau, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de problèmes. Et quand vous connaissez les relations qu'il y a entre l'État du Maroc, la royauté du Maroc et le pays voisin, c'est-à-dire la Mauritanie, vous ne pouviez que vous attendre à ce genre de scénario. Donc, à ce qui me concerne, la CAF ne récolte que ce qu'elle-même a sémé. Il faut donc à l'avenir qu'il y ait des dirigeants un peu plus sérieux. Comme Bertrand l'a dit, la totale même c'est que c'est là-bas qu'on va élire, ou alors on est supposé élire le prochain président de la CAF. Autant de contradictions. Moi je pense donc qu'il est peut-être le moment est bien choisi pour que chacun d'entre nous s'asseye, réfléchisse et ait une vision transversale pour que à l'avenir les choix à l'avenir les pays hôtes soient choisis sur des raisons rationnelles. Parce que même, comment vous pouvez expliquer, Aman, qu'un pays qui a refusé d'arbitrer, un pays qui a refusé déjà, par le passé, d'arborer des compétitions, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on choisisse ce même pays pour arbitrer encore une compétition internationale? Ça sort quand même l'ordinaire. Il y a quand même beaucoup de contradictions. Est-ce que ce Maroc, est-ce que ce Maroc a changé? Non. Est-ce que c'est le même Maroc? Oui. Est-ce que ce Maroc va encore changer? Non. À l'avenir donc, Aman, soyons un peu plus sérieux, soyons un peu plus responsables. Pourquoi ne même pas faire comme ailleurs? La rotation. Afrique du Nord, Afrique du Sud, Afrique de l'Est, Afrique centrale. Cela va nous éviter ces pièges qui ne sont en aucun cas justifiés. Je termine en disant, malheureusement pour nos amis marocains, que cela ne va pas grandir encore leur image. Nous sommes un continent. Eux, ils estiment même qu'ils n'en font pas partie. Mais nous faisons partie d'un continent. Et lorsque nous allons à l'international, nous devons grandir une image unitaire, une image unique. Ce genre d'incident nous fragilise. Nos amis marocains, s'ils en sont, devraient réfléchir. Et il y a même encore une autre incongruité que Bertrand, à laquelle Bertrand a fait allusion. Laquelle, très rapidement? Je sors, excusez-moi. Le président de la fédération là-bas n'est pas élu. Il est nommé par le roi. Ah oui. Le roi lui-même n'est pas élu. Le roi n'étant pas élu, le président non plus. Vous comprenez que c'est... Je ne veux pas dire que c'est un Kilongo là-bas, mais ça n'a tout l'air. Je ne suis pas venu créer un incident diplomatique, mais je dis quand même que nos amis marocains commencent à en faire un peu trop. D'autant plus qu'ailleurs, ils sont accueillis à bras ouverts. Ouais. Vous avez vu ici chez vous. Très capricieux, hein? Ça dit qu'ils dictent la désirata. Vous avez vu la Mauritanie. Même Mauritanie. Ici, même au pays, ils ont... Ici, d'abord, chez nous, lors de à Mauritanie, ils font juste à donner leur désirata. Voilà ce que nous voulons. Ils font pression, n'est-ce pas, au pays, par moment, à la CAF et autres. Il faut raison garder. Mais aussi, c'est pour cela que moi, je me lamenterai jamais assez du départ de Issa Hayatou. Issa Hayatou avait une personnalité. De l'époque du président Issa Hayatou, vous n'aurez jamais vu ce genre de comportement. Où un pays pense qu'il doit dicter ce qu'il veut. Issa Hayatou leur dit ce qu'il voulait. Mais quand vous avez des gens qui sont superficiels, ils acceptent n'importe quoi, surtout les gens qui ont
de très belles petites filles, des gens qui parlent professionnels. Voilà donc le résultat. On sera toujours, du jour au lendemain, à la portée de ce genre d'incident. D'accord. La Mauritanie qui s'est donc présentée comme plan B, la Mauritanie qui vient, n'est-ce pas, d'abriter la CAN des U20, peut-elle faire office de ce plan B, Pierre Claver? Pourquoi pas s'ils sont portés garant avant? C'est ça qui montre à suffisance qu'on aime son continent. Il ne faudra pas céder aux caprices des Marocains. Moi, j'accompagne le professeur. Ça devient extrêmement dangereux, grave. Par 2 fois, ils boutent des compétitions continentales. Dernièrement, ils sont venus gagner au Cameroun. Ils sont venus jusqu'à imposer un hôtel. On leur a accepté cela. Je dis non. Il faudrait que la CAF prenne des mesures en ce qui concerne. Mais en ce qui concerne le plan B, je crois que si les Mauritaniens, qui sont les voisins des Marocains, brandissent la main tendue, qui leur est tendue du côté de la CAF pour organiser, c'est salvateur, c'est salutaire. Et tout simplement que on dit le vin tiré, on ne peut que le boire. Maintenant, si les Mauritaniens prennent la compétition, c'est bien. L'essentiel est qu'elle se joue. D'accord. Bertrand, Au-delà même, au-delà du fait qu'ils ont imposé les désirata à Amman, les Marocains sont allés se donner, faire un véritable diktat. Ils sont partis de Douala à leur heure voulue. Ils sont arrivés à Limbé à leur heure voulue, un hôtel choisi par eux. Et tenez-vous tranquille, ils sont partis du stade directement pour rentrer sur la ville de Douala. Vous voyez le manque de respect, parce que en matière diplomatique, je ne suis pas venu faire, hein, je ne suis pas qualifié. Il y a quand même un peu de diplomatie justement, un peu de laisser aller. Mais comment vous expliquez qu'une équipe parte d'un stade de football directement, comme dirait l'autre, pour l'avion? Non, il y a parfois des choses qu'on accepte, mais je pense que nos frères marocains, nos amis marocains, que nous aimons, que nous estimons, ça commence par faire un peu trop. D'autant plus que le Maroc est en train de se redéployer curieusement sur le plan diplomatique. Ouais. C'est-à-dire la diplomatie internationale. Mais comment vous pouvez comprendre cela? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Vous pensez que vous croyez, vous faites semblant de croire aux autres que nous sommes ensemble, mais vous posez ce genre d'action. D'accord. Même l'eau, Amman, même l'eau que les Marocains buvaient, tenez-vous tranquille, la nourriture, l'eau, tout, ça venait directement du Maroc. Les Marocains ne buvaient rien du Cameroun. Il y a quand même un peu de respect, il y a un minimum de laisser aller. Il y a quand même un minimum de courtoisie. Si Amman vous invite chez lui, vous ne pouvez même pas saluer Armand. Vous ne pouvez pas boire l'eau qu'il vous offre. Vous ne pouvez pas manger le repas. Mais comment est-ce que vous pouvez expliquer aux autres que vous êtes encore d'un même pays, que vous êtes encore d'une même famille? Que non. D'accord. Nos frères marocains commencent déjà. Si ce n'était pas le cas, ils commencent à aller un peu trop loin. D'accord. Un téléspectateur qui envoie un message, il dit il faut suspendre le Maroc. Message passé. Bertrand, vous pensez que la CAF aura des couilles solides pour suspendre à nouveau le Maroc? C'est comme je vous ai dit que c'est lors d'un match, il y a des raisons qui sont valables et il y a d'autres qui ne sont pas valables. Mais d'après ce qu'ils ont présenté, c'est qu'ils ont peur de la deuxième vague de contamination. Et c'est une raison qui tient sur la balance. Vous ne pouvez pas les en vouloir. Ils ont travaillé leur sujet et puis ils tiennent le bon bout. Donc même la CAF ne peut pas les tenir rigueur, d'autant plus que tout le monde sait de quoi. Mais la CAF leur a tenu rigueur en 2015. Avec Ebola, oui. Parce que la vague d'Ebola n'était pas aussi comme... ce n'était pas une pandémie comme actuellement. Ebola était localisé. Il y avait certains pays qui avaient. Au Cameroun, il n'y en avait pas. Et dans d'autres pays d'ailleurs. Mais on aurait pu refuser d'accueillir les pays
où Ebola a été localisé et accueillir ceux où Ebola... Vous avez vu quand ils sont allés au TAS, ils ont eu gain de cause, puisque Issa Hayatou les avait suspendus pendant 2 ans. Oui, la CAF les avait suspendus. Mais quand ils sont allés au TAS réclamer que non, on ne pouvait pas faire entrer... Le TAS n'est pas en train de cultiver, n'est-ce pas, ce sentiment de rébellion, d'exclusion? Non, excuse-moi, vraiment, excuse-moi de sortir de mes gonds. Une seconde. Non, je suis un peu, comment dire, surpris par les propos de Bertrand. Un coup, c'est Ebola. Le lendemain, c'est le sida. Maintenant, c'est le corona. Ça dit que le Maroc, chaque jour qui arrive, le Maroc invente un prétexte pour justifier ce genre d'attitude. On ne peut pas. Vous savez, à l'international, l'événementiel, c'est pour ça que je suis un peu étonné par Bertrand. L'événementiel, c'est prévu. Et en événementiel, on prévoit même l'imprévisible. Oui. On vient d'organiser le Chan. Il y a eu une autre compétition en Mauritanie. Qu'est-ce qui empêchait vraiment les Marocains d'organiser ces compétitions? D'autant plus qu'au Maroc, encore, Bertrand, Aman, au Maroc, il y a eu une campagne. Il y a une campagne nationale de vaccination. Ça signifie que le Maroc est avancé. Très avancé. Hein? À l'avant-garde de la lutte contre le coronavirus qu'il prétendait défendre. Non. Par moment, il faut être sérieux. Je ne suis pas venu juger nos frères marocains. Je commence à croire qu'il y a un autre problème. Si le Maroc estime qu'ils ne font plus partie du continent africain, qu'ils nous disent. On prend acte. Et c'est là par là que je sors. Je n'ai pas l'habitude de dire des mauvaises choses contre le président de la CAF. Mais Bertrand a dit quelque chose de tout à l'heure, de pertinent. Lorsque vous avez l'habitude de vous agenouiller devant les gens, mais vous n'allez faire que subir. Vous avez un président qui aime beaucoup les petits filles. Vous avez un président qui n'a pas de personnalité. Un président qui n'a pas d'argent. Il devient donc l'esclave d'un pays. Donc le Maroc, tant que Ahmad sera à la tête de la CAF, les Marocains vont faire tout ce qu'ils veulent. C'est pour cela que nous autres, on doit être sérieux, on doit être responsable et on doit apprendre à nous faire respecter à l'international. Ahmad sera donc plus président d'ici le 13 mars prochain. Là, nous embrayons déjà avec le tout dernier sujet. Ahmad ne sera pas candidat à sa succession. Et il faut le rappeler ici, l'élection aura bel et bien lieu au Maroc. Le Maroc qui, fatalement, va accueillir toutes les délégations, toute l'Afrique pour l'élection, n'est-ce pas, du successeur d'Ahmad. Une élection à laquelle le Cameroun ne sera pas, ne fera pas partie. C'est vrai, le Cameroun ne fera pas partie de la course de la présidence de la CAF. C'est dommage. Mais il faut retenir que Ahmad au jour d'aujourd'hui... Restons d'abord sur la non-participation du Cameroun au prochain comité exécutif de la Mais CAF. puisque le TAS n'a pas légitimité à légitimer la Fédération camerounaise de football, elle est sous suspension. Malgré qu'elle continue à gérer les affaires courantes, elle n'est plus valide. C'est ça qui est la cause. Et bon, quand une fédération n'est pas valide, elle va aller faire quoi au bureau exécutif d'une confédération africaine de football? Il n'y a rien. Elle n'a pas de parole là-bas. D'accord. C'est quand même paradoxal que la fédération ne soit pas reconnue, mais qu'on lui confie quand même certaines tâches. Bertrand, est-ce que Seydou Bombodjia aurait aussi pu bénéficier des circonstances qu'aura eu Ahmad de Judas? Mais non, Ahmad n'a rien eu, puisqu'on a... On l'a quand même intégré partiellement. Allégé juste puisque c'est là. Au lieu de 5 ans, on a mis 2 ans. Nous y arrivons. Oui. Restons d'abord sur la non-participation du Cameroun. Oui, la non-participation du Cameroun est légitime. Le TAS a dit que
C'était quand même un acte désespéré. Oui, c'était un pour, acte. Chinga. Oui, c'était un acte désespéré. Ce n'était vraiment pas possible parce que un comité de normalisation ne peut pas se présenter comme un candidat. On ne fait pas ça, c'est les tests et les lois de la FIFA qui le disent. Le comité est juste là pour gérer les affaires courantes. Ça veut dire que lors du vote, ils mettent aussi leur vote. Ça ne veut pas dire qu'en votant, ils peuvent être aussi candidats. Donc c'est très clair, c'était désespéré. Comme Ahmad, comme Bombonjoy n'ont rien, ils ne vont que rester comme juste des simples personnes comme vous et moi. Monsieur Mfoula, vous, votre lecture de cette non-participation du Cameroun au prochain comité exécutif, ça confirme ce que j'ai toujours dit. Qu'est-ce que vous avez toujours dit? Je n'ai rien contre Seydou, Chewat, Bombonjoy. Mais je pense quand même qu'il y a un moment, comme ce que je disais, à la mort des Marocains, il faut être un peu sérieux. Vous ne pouvez pas avoir eu contre vous tous les griefs, tous les arguments juridiques, et vous persistez à croire que vous pouvez être représentatif, ce qu'on appelle en droit la légitimité et la légalité. Ça pose quand même problème. Et puis, si même, je crois que nos amis d'Afrique sont à côté, peut-être pas géographiquement, ils sont en train de danser. Ils suivent cette émission en direct. Pas que les responsables de cet État, à partir du moment où on empêche à un président, entre guillemets, de fédération de participer à l'élection du président de la CAF, je crois que si on avait encore un peu on avait encore un peu d'honneur, on comprendrait que ce monsieur pose décidément un problème. C'est du ça marche pas. Persona non grata. Non, je dis que ça ne marche pas. Ça ne peut pas aller à main. Ce n'est même pas possible. Nous parlons maintenant du droit. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être électeur. Au nom de quoi? Et vous voyez que ça va encore à l'encontre des décisions même de ces mêmes FIFA. Vous le présentez comme intérimaire, mais au même moment, l'intérimaire ne peut pas poser les actes. C'est quand même un peu compliqué. Donc, moi, j'étais de distance. La totale encore, dans l'incongruité, c'est que cette élection a encore lieu au Maroc. Ah oui. Voilà un pays qui vous dit qu'on ne peut pas vous accueillir. Mais vous parce que vous avez Ebola, vous avez le sida, vous avez le corona, et vous allez encore organiser des élections là-bas. Et maintenant, vous amenez même les gens qui sont légitimement et légalement pas en position de défendre quoi que ce soit. Non, je crois qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Moi, je souhaite, d'abord, je ne partage pas de mon point de vue. De mon point de vue. Moi, je ne crois pas qu'Ama soit définitivement écarté. Je vais vous surprendre, Ama n'est pas définitivement écarté. La sentence est tombée. La sentence est tombée. Je vous dis, 2 ans de suspension. Ama, je vous dis, ouais. Nous avons tous, comme vous dites chez moi en journalisme, nous avons le souffle. Ouais. Je peux vous dire que c'est une affaire qui n'est pas définitivement tranchée. Vous allez être surpris, agréablement ou désagréablement, lorsqu'on va vous faire comprendre que Ahmad a bel et bien qualité pour prétendre, pour postuler à cette fonction. Attention. Ahmad fera-t-il appel de cette fonction? Vous commencez dans me rejoindre. Je suis en train de dire. Et soyons un peu sérieux, monsieur Mfoula. On l'a toujours été. On l'a toujours été. C'est l'appel qu'il a déjà. C'est l'appel qu'il a. Peut-être que c'est vous qui ne l'êtes pas. Nous, on a toujours été sérieux. Pour vous dire qu'en matière, nous, on convoque le droit. On convoque toujours le droit. Et le droit dit que il peut toujours attaquer cette sentence. Attaquer d'abord la sentence, qui est d'ailleurs provisoire. Il peut toujours postuler. Et comme je vous ai dit,
Ama Ahmad a des précédents. C'est un chop d'ail alors. Si vous condamnez de manière péremptoire Ama Ahmad, ça signifie que vous remettez en question toutes les décisions, tous les actes qu'Ama Ahmad a posés. Et parmi celles-ci, Ama Ahmad aura été pour beaucoup pour l'élection et la réélection du président de la FIFA. Ça signifie que si vous condamnez de manière député Ama Ahmad, par solidarité juridique, vous êtes en train de condamner la FIFA au même moment. Attention, nous parlons du droit. C'est vrai, ce qu'on m'a dit que non, vous savez, en matière de football, ce n'est pas comme au quartier, c'est un autre domaine, c'est un autre monde. Mais à un moment, le droit doit s'imposer. D'accord. Et le droit dit ceci, si ce monsieur n'a pas qualité, tous les actes qu'il a posés sont de nul et nul effet. Et parmi ces actes, Ama Ahmad aura été le principal artisan de l'élection et de la réaction du président de la FIFA. Ça, vous l'avez déjà dit. Bon, Ahmad suspendu pour 2 ans avec 50 000 francs suisses d'amende. Il est reconnu coupable d'acceptation et de distribution de cadeaux et autres avantages et d'abus de pouvoir aussi. L'article 20 et 25 du code déontologique de la FIFA. Il enfreint aussi l'article 28 du code d'éthique de la FIFA aussi. Ahmad, coupable d'acceptation et de distribution des cadeaux et d'autres avantages. Ahmad, non mais Ahmad, et puis même, l'homme qui aura, hormis nos compatriotes, je ne veux pas entrer dans les problèmes. C'est ce qu'Ahmad voulait dire. Je ne veux pas entrer dans les problèmes. Bertrand voulait dire les problèmes internes à la FECAFOOT. Mais Ahmad a été élu grâce à l'appui principal du président de la FIFA. C'est Gianni Infantino qui aura fait campagne. Ça, c'est là, c'est. Voilà. Maintenant, ce qui signifie dans ceci, en droit, si Ama Ahmad a été élu grâce aux prouesses, grâce au miracle de Gianni Infantino, il y a ce qu'on appelle en droit la solidarité juridique. Vous ne pouvez pas faire le distinguo entre Ama Ahmad et Gianni. C'est-à-dire, ce que je veux dire de manière triviale, ce que vous reprochez à Ama Ahmad, c'est la même chose que vous devez reprocher à Gianni Infantino. Alors, à partir du moment où il y a donc cette solidarité juridique, il faut bien réfléchir. D'accord. Il faut réfléchir avant de poser un acte. Ahmad est lâché de toutes pièces. On voit quand même ses principaux soutiens, notamment Samuel Eto'o, qui, n'est-ce pas, semble ne plus être en odeur de sainteté avec l'ancien président. Votre avis, Bertrand? Oui, je pense quand même que la mafia. Le rôle de Samuel Eto'o est bien clair, c'est-à-dire c'est le conseiller du président de la CAF. Ce n'est pas écrit qu'il est le conseiller de Ahmad. Et on l'a vu au congrès ici, lors du comité ici, il était bel et bien présent avec Oumari qui était, disons, intérimaire. Donc là, il n'a pas été écarté et on peut se dire que c'est la politique. Donc lui aussi doit subir un peu ce qui s'est passé avec Oumari et Issa Hayatou. Donc je ne pense vraiment pas qu'il peut en vouloir à Samuel Eto'o, d'autant plus que Samuel Eto'o n'était pas là lors de ces élections. Il a été coopté et nommé parce qu'il est un monsieur influent, compétent et tout. Donc vraiment, s'il le lâche actuellement, nous en revenons sur le sujet parce qu'on doit débattre sur la manière que la FIFA a planifié son coup contre Ahmad. Donc on ne peut pas dire que Samuel Eto'o est un mauvais ami. Il a juste suivi, disons, la vraie voie et il est resté toujours là. Je reste avec vous. La FIFA aura-t-elle finalement réussi son coup? Écarter Ahmad de la CAF? Oui.
Moi, je pense que la FIFA, c'est une mastodonte. C'est des gens qui réfléchissent, c'est des gens qui sont très habiles. C'est des grands politiciens. C'est des gens qui connaissent sauvegarder leurs intérêts. C'est des gens qui savent chercher l'intérêt là où l'intérêt se trouve. Et je pense que ce que le président de la FIFA fait, c'est une grande leçon pour les fédérations. Ça veut dire que vous avez vu, il n'a écarté personne. Il a donné le rôle à tout un chacun. Parmi les présidents, les candidats qui étaient là, il y avait un va-t-en-guerre dedans. C'était plutôt l'Ivoirien. Et puis, oui, et Jacques Anouma, quand il a fait la première réunion avec les 3 autres, il a dit, bon, les 3 autres, voilà. Est-ce que vous acceptez ma proposition? Ils ont accepté. Et puis, quand on a communiqué à Jacques Anouma que voilà ce que les 3 autres sont en train de dire, le président de la FIFA a dit, il va nous suivre tout seul. Et Jacques Anouma était le premier à rappeler. Justement, puisque Jacques Anouma a posé, a officiellement déclaré son désistement. Donc, je voudrais vous dire que j'ai trouvé cela très habile dans la mesure où je pense que tout le monde qui avait un programme aura au moins une tâche dans la nouvelle CAF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque programme, il y a toujours une force et une faiblesse. Et je pense que quand la CAF est entrée, quand la FIFA a regardé, il a vu que tous les candidats présentaient des programmes qui étaient bons, et qu'il y avait des forces quelque part et des faiblesses dans l'autre. C'est pour cela qu'on a essayé de les répartir dans chaque rôle et chacun va s'occuper d'un secteur. Et je pense que même au niveau des fédérations nationales, on devrait vraiment s'inspirer de cette sagesse qui est venue de la FIFA. Bon, c'est une sagesse pour vous. Je ne sais pas si c'est aussi une sagesse pour Pierre Claver-Vongba d'assujettir, n'est-ce pas, les Africains au point de les imposer, n'est-ce pas, de ne plus de ne pas aller au bout de leurs ambitions. Comme l'a dit Bertrand, je dis tout simplement, c'est dommage. On ne peut pas toujours imposer une ligne à suivre à des adultes, si je peux dire ainsi. Que la FIFA arrête un temps soit peu son petit jeu de mafia qu'elle est en train de vouloir amener en Afrique. Il n'y a pas que le continent africain où elle doit venir imposer n'importe quoi. On sait que si Infantino est là, aujourd'hui là, Ahmad a été pour beaucoup. Si Ahmad qui aujourd'hui qui est boudé par Infantino est dans cette posture, c'est Infantino. Alors je dis, on doit quand même respecter le continent africain. Croyez-moi, quand le continent africain a eu des très très grands joueurs dans la planète foot, il ne faudrait pas que la FIFA vienne s'asseoir une autorité qui n'a pas son pareil au continent africain. Je dis non, il faudrait que les Africains se prennent déjà au sérieux. Et en ce qui concerne Samuel Eto'o vis-à-vis non, c'est normal, c'est légitime. Il n'est pas le conseiller de la personne Ahmad. Il est le président du président. Quel qu'en soit le président, en attendant qu'on ne le change, il reste le conseiller du président, même du futur président. Il sera son conseiller, sauf si le futur président ne le conduit pas à ce poste-là. Donc, je dis tout simplement que la FIFA arrête son petit jeu, qu'elle veut venir jouer en Afrique. D'ailleurs, suivez mon regard. Moi, c'était avec la Fédération Cameroun de football. Aujourd'hui, c'est avec la CAF. En tant soit peu, qu'on prenne déjà un peu en considération. D'accord. Monsieur Foula, Ahmed Yahya, le Mauritanien, et Augustin Senghor, le Sénégalais, sont prêts à accepter la proposition de la Fédération internationale de football d'Infantino, à savoir renoncer à se présenter au profit du milliardaire sud-africain, n'est-ce pas, en compensation. Qu'est-ce qu'ils ont en compensation? L'un sera premier vice-président et l'autre second. Quant au troisième larron, Jacques Anouma, lui, il a jeté l'éponge de manière officielle, puisqu'il s'est vu proposer, n'est-ce pas, un poste de conseiller au président. Est-ce que ceci est fait à dessein pour les intérêts du football africain? Non, du tout.
Vous avez vu Bertrand tout à l'heure. Non, je crois que là, nous sommes dans un théâtre. Et là où il a encore raison, c'est que le fautif, c'est nous. Nous sommes responsables. Nous sommes nous-mêmes. C'est-à-dire, des messieurs arrivent un beau matin, vous imaginez, Amar, vous invitez les gens chez vous, c'est eux qui vous disent comment il faut placer les tables, les chaises. Non, comment il faut même s'habiller. Comment il faut même s'habiller. Plus grave même. Comment on boit même de l'eau dans le verre. C'est que votre épouse doit avoir la limite préparée. C'est-à-dire, vous les venez manger. Non. À un moment. Et vous voyez que c'est lié. C'est lié. Vous avez vu tout à l'heure l'attitude du Maroc. Après le Maroc, avec l'impunité que vous voyez, c'est maintenant la CAF. Après la CAF, ce sera autre chose. Dans certaines fédérations, vous avez vu une décision, 2 poids 2 mesures. Ici, vous désignez des intérimaires. Ailleurs, vous dites que c'est la même personne qui continue en intérimat alors qu'on annule une décision de justice annule. Non, je crois qu'il est temps que nous les Africains, c'est pas là que moi je sors. C'est nous les véritables fautifs. Il faut avoir un brin de personnalité. Il ne faut pas accepter tout ce qui nous arrive. La FIFA est certes l'instance qui coordonne, qui est en charge du football, mais par moment, il faut savoir leur opposer des arguments. Et aussi, Bertrand a dit quelque chose quand même d'assez fondamental tout à l'heure. Comment vous pouvez comprendre que la même FIFA qui a été élue grâce à le président de la FIFA en passant, qui a été élu grâce à Amar Hamad, on le dit passé, parce que Amar Hamad c'est quand même 51 fédérations, on le dit passé. 54. Voilà, vous voyez même que ça va au-delà, c'est 54. Maintenant, on l'accuse d'être tout ce qu'il est. Mais qu'est-ce qu'on fait des voix que lui il a apportées? Bon, je sais pas, Amand, je vois que vous avez beaucoup, moi je me comprends. Vous avez le devoir d'être équilibriste. Nous non. Nous on doit prendre position. Et dans la position qu'on prend, c'est une position du droit. D'accord. Une position de la logique. D'accord. Non. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec ces FIFA. On n'a pas demandé à la FIFA d'idolâtrer toutes les fédérations, tous les pays, mais à un brin. Surtout quand on parle d'éthique, il faut quand même un peu de logique, un peu de respect. Comment comprendre qu'une confédération qui a un tel nombre de voix soit aussi assujettie, aussi marginale? C'est pas là que je voulais finir. C'est là où je rejoins Bertrand. C'est pas là que je finis. La FIFA ne peut pas faire pareil. Avec. La seule CAF peut, à la prochaine élection. La FIFA ne peut pas faire pareil Infantino. avec les Amériques, avec l'Europe, l'UEFA. Mais ils estiment que chez nous ici, c'est un terrain conquis où ils peuvent venir dire ce qu'ils veulent à temps et à contre-temps. Non, nous on sommes respectueux. Vous avez d'ailleurs vu l'accueil que le chef de l'État et le gouvernement a réservé à ces fédérations internationales. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont rien. Je ne dis pas que la FIFA n'est rien. Mais je dis quand même qu'à un certain moment, il y a un minimum de respect envers les partenaires. Lorsque vous choisifiez de la sorte, ceux qui sont en face de vous, on n'est plus dans une relation gagnant-gagnant. On est maintenant dans une relation, comment dire, de chosification. On est dans une relation de donneur d'ordre. C'est-à-dire la FIFA. Allez. La FIFA, c'est ce que Bertrand dit à la demande. C'est-à-dire, à la limite, même la FIFA va désormais nous dire, qui doit être le président, le vice-président, comment il doit s'habiller, comment il doit manger. Et si on ne fait même pas attention, ils vont dire que le siège de la FIFA, le siège de la CAF, ce ne sera plus là où vous avez désigné, là où vous avez choisi. Vous allez faire comme nous on veut. D'accord. Alors, Motsepe, Patrick Motsepe, qui semble être la préférence de la FIFA, qui selon la FIFA,
elle veut quelqu'un de nouveau, pas impliqué dans l'ancienne direction, pour attirer les nouveaux sponsors, les investisseurs et donner une plus belle image de la CAF après tout ce qui s'est passé. Vous y croyez? Je vais d'abord dire que Moussepe, c'est quand même un entrepreneur, un grand homme d'affaires. Un grand homme d'affaires. Non, un grand homme d'affaires. Il avait déjà postulé quand même une fois. Il a le profil de l'emploi. Oui, et puis, vous savez, on était en train de parler de la géopolitique de la CAF, du football. On a quand même vu que c'était très, très plausible qu'on choisisse quelqu'un qui est de l'expression anglaise pour venir... qui vient de l'Afrique, oui. Non, qui vient de l'Afrique... Oui, qui vient, oui, oui. Qui vient de l'Afrique australe. Et c'est pour cela que on a peut-être choisi, parce que quand nous regardons déjà tous les gens qui ont dirigé la CAF, oui, nous avons 2 Égyptiens, un Soudanais, un Éthiopien. Est-ce que Moussepe ne serait pas l'homme lige idéal? Donc, Ahmad a été rebelle. Non, oui, Ahmad n'a pas été peut-être rebelle. Ahmad a été propulsé par la FIFA. Et au moment où il a été propulsé par la FIFA pour venir comme président, parce qu'on sait tout ce qui s'est passé en Éthiopie la dernière fois, c'était la FIFA qui l'avait placé là, après avoir bien magouillé, parce qu'ils avaient peur du vieux, parce que le vieux était un homme très récalcitrant et intransigeant. Donc, Ahmad, qui ne joue plus le jeu, et quand on sent que tu ne joues plus le jeu, nous sommes en politique, on est obligé de t'évincer. Et comme on connaît déjà ses faiblesses, on ne peut que les ramener selon au grand jour, et on lui a frappé. Vous avez vu le timing. Et pour même venir à ce que nous étions en train de dire, le véritable support d'Ahmad, c'était le Maroc, parce que le Maroc était une plaque tournante. Plaque tournante dans la mesure où la Fédération marocaine de football a au moins 10 fédérations qu'elle autofinance, qu'elle finance. Donc ça veut dire que c'est une fédération qui compte beaucoup, et actuellement que leur candidat est déjà évincé, c'est très normal qu'elle cause beaucoup de problèmes à la CAF, parce que cette réunion que vous voyez, elle s'est faite plutôt en Mauritanie, elle n'était pas au Maroc. Vous avez vu qu'on a arrangé tout en Mauritanie, et vu les problèmes qu'ils ont entre les Mauritaniens et les Marocains, qui sont des problèmes politiques, vous voyez très bien que ça ne peut pas être comme ça, parce que le Maroc pensait toujours jouer un rôle prépondérant dans cette élection. Ils ont plutôt vu que le président de la fédération les a lus, et le président de la fédération, il n'a pas choisi un Sénégalais, parce que nous tous on savait que avec la proximité de Samoura, ça devait être Senghor qui devait être le candidat. Et puis, ils ont été lucides. Moi, je les ai trouvés lucides parce qu'ils sont allés prendre quelqu'un d'autre ailleurs. Et ce monsieur a le profil de l'emploi. Mais ce qui me dérange un peu dans la manière dont les choses sont faites, c'est que est-ce que ce monsieur pourra peut-être amener le contrepoids dans la prise de décision? Non. Oui, c'est là où ça a toujours été ça. Ce que la FIFA a voulu, que ça soit un pantin qui soit toujours à la fédération. Mais là, ils ont un très bon pantin, parce que ce n'est plus, oui, puisque ce n'est plus quelqu'un qui a faim. Parce que avant, on nous disait, on choisissait quelqu'un qu'on savait que on allait le prendre à gauche et à droite. Maintenant, si Moussepe est aussi sage, oui, il allait recevoir les cadeaux par-ci, les cadeaux empoisonnés, bien sûr. et puis vous avez vu même la lettre là. Il y a des communications téléphoniques, il y a les WhatsApp, on prend tout et puis on verse sur la table pour te coincer. Donc, je me dis peut-être que ce que je sais des fédérations africaines, Armand, la situation de ces fédérations-là n'est pas reluisante. Elle est très mauvaise. Parce que c'est des fédérations, quand ils veulent se faire élire, ils vous proposent monts et merveilles.
Mais malheureusement, quand ils sont là, ils utilisent seulement l'argent qui vient de la FIFA. Ils ne font plus un effort pour pouvoir trouver de l'argent. Donc c'est pour cela que vous voyez la FIFA ne peut que être là pour dicter la loi. Puisque c'est elle qui finance tout. Il finance les voyages. Vous avez dit que le président de la FECAFOOT par intérim a fait combien de voyages? C'était financé par la FIFA. Ce n'était pas l'argent du contribuable camerounais. Et vous me dites donc un homme comme celui-là, quand la FIFA l'appelle, comment est-ce qu'il va réagir? Donc c'est un peu ça. On se dit que ayons quand même espoir que les gars vont apporter quelque chose de différent parce que l'Afrique mérite. Vraiment, je suis déçu. Énervé. On se n'énerve pas. Je m'excuse à Pierre Claver. À Pierre Claver qui va parler. Je suis vraiment énervé par cette opinion. D'abord, je n'ai rien contre le Mania. Mais regardez d'abord son parcours. Je ne veux pas revenir sur le fait que la FIFA ne peut pas faire pareil ailleurs. Il n'y a qu'en Afrique où on peut vivre ce genre de situation. Première incongruité. Parce que si la FIFA avait un souci d'équité, d'honnêteté, d'équilibre, elle allait faire pareil dans toutes les confédérations, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a que chez nous où on vient nous dire comment il faut s'habiller, comment il faut boire. Mais il y a même pire. Maintenant, quand on voit le parcours du Mania Moussepe, Moussepe est un cadre de l'ANC. L'ANC, en Afrique du Sud, c'est le parti au pouvoir. Mais maintenant, il y a même mieux. Il y a mieux. Moussepe a été dans le comité d'organisation de la Coupe du Monde 2018. C'est un détail. Oui. Et Allemand, je ne veux pas détruire les relations entre mon pays et le Cameroun. Je ne suis pas qualifié. Mais je dis que lorsqu'on fait maintenant le bilan critique de ces Coupes du Monde, il y a beaucoup d'ardoises avec le président Jordan. Non, mais c'était la Coupe du Monde la plus rentable de l'histoire des Coupes du Monde. Vous me parlez de la politique. Moi, je suis vous parler de l'économie. Mais économiquement, elle a beaucoup produit. Je suis en train de vous parler de retombées. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ce que ça a réellement apporté au pays. Pas sur le plan d'image. Pas sur le plan du mirage. Moussepe aura été l'un de ceux qui auront contribué à ce que cette Coupe du Monde de 2010 ne soit pas au niveau qu'avait rêvé les Sud-Africains. Bon, je sors en disant que même au niveau de son bilan, il est le président des Kaisers. Des Kaisers. Oui. Des Kaiser Chiefs. Kaiser Chiefs. Maintenant, même quand vous interrogez encore son bilan, en tant que président des Kaiser Chiefs, il y a encore un autre problème. Ça signifie que là, de manière délibérée, de manière volontaire, on a choisi un homme lige. Maintenant, même sur le plan même de la répartition géographique, comment vous pouvez expliquer que le pays voisin de l'Afrique du Sud, justement, c'est Madagascar? Mais si vous enlevez un Malgache, comment est-ce que c'est l'État voisin? C'est-à-dire que c'est pratiquement le pays voisin qui va encore diriger la CAF. Or, en vertu des équilibres, il a parlé des Anglais, des anglophones, des francophones, des lusophones, des arabophones. Donc, s'il fallait respecter la donne, la rotation, la répartition, le prochain candidat, normalement, aurait dû venir d'une autre ère. Vous comprenez que quel que soit l'angle par lequel vous prenez le bout, il n'y a pas de raison. Il a peut-être des qualités, on ne dit pas non. Il est brillant, je l'ai suivi, on ne dit pas non. Mais j'ai dit, à quand est-ce que nous les Africains, c'est là où je rejoins Bertrand, à quand est-ce que nous les Africains, comment est-ce que nous allons éternellement, nous allons être, comment dire, docilisés, imbécilisés, c'est-à-dire que les gens vont toujours venir nous dire infantilise ce qu'il faut nous faire, il faut faire.
À un moment pareil, à un moment, il va falloir qu'on s'arrête et qu'on essaie de réfléchir et que par nous-mêmes, nous sommes 54 voix. Ah oui. 54 voix. C'est-à-dire que la CAF est plus importante que l'UEFA, Sur 209, que la CONCACAF. sur 209 Et que les fédérations. Sur 209. Ce n'est pas possible que chaque matin on va venir nous dire ce que nous on doit faire. C'est parce que nous, on veut Quel comme est ça. le problème? Nous- Pourquoi est-ce qu'on doit toujours donner la verge, voilà les verges avec lesquelles on doit nous fouetter? Africains, levez-vous. Nous avons peut-être des tares, nous avons des défauts, mais il est temps de se faire respecter. Alors, à les écouter, Pierre Claver, on dirait que la CAF, le football africain, mal barré. Mal barré, je ne pense pas. Et je rejoins le professeur Foulassus, ça a plus de parole. Le mot de fin. Il est temps que l'Afrique se relève. Qu'elle montre qu'elle a les capacités, elle a les moyens de sa politique. C'est de ça qu'il s'agit. Elle en a. Elle en a. Qu'elle cesse de se faire des courbettes. On est quand même 54 États qui donnent nos voix à la FIFA. Ah non, mon Dieu, quand même. Il ne faudrait pas. Écoutez, Armand. Ça devient très mauvais quand chaque fois on va vous imposer chez vous ce que vous devez faire chez vous. Votre femme est la reine mère de la maison, c'est elle qui programme ce qu'elle fait comme cuisine. Parfois pour vous demander, ça c'était une parenthèse. Je dis tout simplement que la FIFA comprenne une chose, c'est que l'Africain a droit de choisir celui qu'il veut à la place qu'il faut. Il ne faut pas que la FIFA croie que c'est elle qui doit imposer nos dirigeants en Afrique. Parce qu'ils veulent leur manipuler. C'est de ça qu'il s'agit. Tous ces imbroglios qu'on voit là, c'est parce qu'ils choisissent des personnes qui peuvent facilement dompter. C'est la raison pour laquelle le vieux Ayatou est parti, avait été évincé à quelques minutes de l'élection. Croyez-moi, parce qu'il ne pouvait pas céder à ces caprices-là. Alors, si vous ne cédez pas à ces caprices, la FIFA n'est pas avec vous. Et ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et ce n'est pas bien. D'accord. Ce n'est pas bien. D'accord. La question que je voulais poser, on s'achemine vers la fin de ce programme. À quelle fin la FIFA voudrait-elle avoir un homme lige à la tête de la CAF? Oui. Oui. Quel est le but escompté? Oui, vous savez déjà que je vais vous dire que... Est-ce pour développer le football africain? Non. Le problème qui se pose est sur les talents africains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les talents africains produisent gros en Europe. Ils produisent gros en Europe parce que c'est des gars qui haranguent les foules, c'est des gars qui sont décisifs. Et vous avez vu, il y a un problème fondamental au niveau de la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique qui se joue en janvier-février n'est pas bien pour les Européens. Dessert un peu. Oui, dessert les Européens. Et quand nous voyons déjà leur combat c'est que cette compétition-là soit pendant la période creuse. Ça veut dire que en juin. Or, quand nous regardons bien la période de juin, elle est un peu compliquée pour nous ici les Africains et surtout pour notre compétition africaine. Pourquoi? Parce que elle ne peut pas avoir le même rayonnement comme quand elle est jouée en janvier. Parce qu'elle va se jouer au rabais. Pourquoi? Parce que en juin, la Copa América se joue. En juin, l'Euro se joue. En juin, la Coupe d'Asie se joue. Or, maintenant, les Africains qui se sont assis avant, ils ont vu que c'était la plus bonne période pour les Africains de s'épanouir, de visibilité. Et c'est pour cela que le président Ayatou avait toujours dit que on m'a légué ceci. La Coupe d'Afrique se joue en janvier-février. Je ne peux pas la mettre dans la période que vous voulez parce que vous avez les Samuel Eto'o qui jouent chez vous, vous avez les Drogba qui jouent chez vous, vous voulez qu'ils finissent le championnat avant de venir jouer cette Coupe d'Afrique qui va se jouer au même moment que l'Euro, au même moment que la Copa América. Donc c'était un problème, un placement géostratégique et même de marketing pour les Africains. Et maintenant,
Les Européens ont vu que leurs équipes en pâtissaient parce que c'est des équipes qui investissent beaucoup d'argent. Quand vous enlevez Aubameyang, qui est le capitaine d'Arsenal, en plein janvier, février, c'est pour perdre au moins 4 ou 5 ou 7 buts pendant la période qui ne sera pas là. Ça fait qu'il y a la plus-value qui baisse. Et tous ces présidents qui viennent là, c'est des Européens. Parce qu'il faut bien le regarder, les présidents de la FIFA, c'est des Européens. Infantino, c'est un produit de l'UEFA. Donc il ne peut que venir défendre les intérêts de l'UEFA. Parce que ce sont les bases qu'ils avaient déjà promis pour que l'UEFA soit toujours celle qui est au zénith et que les autres soient toujours au rabais. D'accord. Monsieur Mfoula, votre mot de fin. Motsepe, qui sans surprise aucune risque et en voie d'être élu, à quoi peut-on s'attendre, n'est-ce pas, de son élection? Qu'est-ce qu'il peut apporter au football africain? Il va bien entendu, si ce n'est faire la volonté entre l'application stricte des instructions de ses patrons de la FIFA, il va bien entendu apporter sa pierre à l'édifice. Mais comme Bertrand disait, c'est à nous de prendre le taureau par les cornes. On ne va pas toujours... À nos fédérations. Oui, à nos parce fédérations. Que je pense que le problème, c'est au niveau des fédérations. J'en arrive à nos fédérations. Regardez-moi, si la FIFA avait un peu de signes pour nous, vous voyez quelle place nous occupons au niveau des arbitres, au niveau même des instances décisionnelles, au niveau même, comment dire, de tout le dispositif de football. Nous sommes des faire-valoir. C'est à la limite même, si on ne nous demande pas d'attendre à l'extérieur pour que des décisions soient prises. Mais, il faut être courageux, il ne faut pas cesser de croire, il faut être optimiste. Peut-être que Motsepe, dans ces moments de lucidité, il en a, et il en a énormément, va se réveiller, parce que vous savez aussi, il vient d'une région, parce qu'il est Zoulou. Il est Zoulou de l'Afrique du Sud. Et quand vous connaissez les Zoulous, c'est une tribu qui est quand même assez avant-gardiste sur le plan de la réclamation de leurs droits. Révolutionnaire. Révolutionnaire. Donc, nous croyons faire qu'à un moment, il va faire le job. Il va se rappeler d'abord qu'il est africain. Et il va faire le travail. Mais comme je l'ai dit, c'est une machine. D'accord. C'est une machine qui est derrière lui. Est-ce qu'il va se départir? Parce que il risque de lui arriver. Il n'est pas élu pour se départir. Voilà. Parce que c'est ce qui est arrivé à Mahamad. Parce qu'à Mahamad, à un moment, vous dites non. Non. Même si nous sommes des Africains, encore que vous nous prenez pour des sous-hommes. D'accord. Nous avons quand même une personnalité. Est-ce que Motsepe va tout faire pour éviter qu'il lui arrive ce qui est arrivé à son prédécesseur à Mahamad? Je lui fais confiance. J'ai suivi sa campagne. Je sais c'est un homme pugnace, perspicace, éloquent. Mais il lui faut encore la personnalité. Maintenant, je termine par... Vraiment, parce que le temps nous est parti arriver à son Je termine quand même par le poids. poids géopolitique de son pays, l'Afrique du Sud. Je souhaite simplement que le président sud-africain et son gouvernement lui apportent tout le soutien dont il aura besoin afin que la CAF regagne. Comme à l'époque de Issa Hayatou. Parce que c'était ça le problème d'Issa Hayatou. Issa Hayatou avait une personnalité. La CAF a besoin d'un poids. Issa Hayatou ne se laissait pas compter. Issa Hayatou est musulman. Et c'est quelqu'un qui savait trancher. Mais lorsque vous avez des hommes liges, lorsque vous avez des marionnettes, malheureusement, vivement, Motsepe est quelqu'un d'assez pugnace, perspicace. Bonne chance à toi. D'accord, bonne chance à Motsepe. Merci d'avoir regardé. Merci Bertrand d'avoir fait le déplacement. Merci. Pierre Claver. Merci, c'est un plaisir. Monsieur Mfoula. Ce fut un plaisir de vous avoir une fois de plus sur ce plateau. Merci à tous ceux qui nous regardaient dans la toile et tous ceux-là qui nous ont fait un coucou.
On se donne rendez-vous lundi prochain, même chaîne, même sourire et surtout avec le même plaisir.